Nous l'avons intitulé « Militer à l'ère post-soviétique ». Il s'agira pour nous de discuter des modalités de lutte actuelles. Il faut trouver d'autres façons de faire, d'autres stratégies. Je suppose que les mouvements sociaux ont été un peu perdus lors de cet éclatement. Et pourtant, on continue à lutter et il continue à y avoir la nécessité de s'opposer, de contester, de vouloir transformer la société. Avant de vous les présenter, je vais céder la parole à Daniel Flinker et Bahar Kim Young-gur, qui sont tous les deux membres du CLEA, du Comité pour la liberté d'expression et d'association. Pourquoi leur céder la parole maintenant? Eh bien parce que déjà ce sont deux militants, qu'ils luttent en l'occurrence contre l'État belge qui est actuellement par voie judiciaire en train d'essayer de contraindre des militants politiques à cesser de militer parce qu'il les accuse de terrorisme, en gros pour des faits matériels qui relèvent principalement de la propagande et de l'activité lobbyiste. Donc en quelque sorte c'est leur liberté de se réunir et leur liberté de contester, de s'exprimer qui est brimée. Le 16 décembre, le verdict d'un énième procès contre des militants supposés du DHKC en Belgique aura lieu. Les peines de prison qu'ils encourent sont lourdes et à notre sens injustifiées parce qu'ils ne font que se réunir et contester librement comme ça devrait être le cas pour tout le monde. Donc je vais leur céder la parole pour qu'ils vous en touchent un petit mot et ensuite je présenterai nos invités et on pourra commencer à discuter, à débattre. Les militants communistes sont appelés des terroristes. Je remercie Bruxelles Light de me laisser quelques instants pour vous présenter Bahar Kim Young-gur qui va être jugé donc, le 16 décembre par la Cour d'appel de Bruxelles. En fait, je ne pensais pas devoir si souvent répéter une phrase aussi banale, mais lutter pour défendre la démocratie, pour le moment en Belgique, c'est quelque chose d'important. Alors qu'il n'a commis aucun délit ou aucun acte de violence, Bahar Kim Young-gur risque d'être condamné à une peine allant de 4 à 7 ans de prison. Et en fait, si Bahar est condamné, en fait, toute personne, tout citoyen, tout militant qui a des idées critiques risque d'être poursuivi par les tribunaux. Et donc c'est sans doute un peu fort comme phrase, mais s'il est jeté en prison le 16 décembre prochain, en fait, aux yeux de la loi belge, nous serons tous des terroristes. La plupart d'entre vous connaissent l'affaire, puisque ça fait depuis décembre 2005 que vous êtes sollicité aux audiences de ce procès et qu'il y en a eu déjà plus de 50. Donc voilà, j'encours une peine maximale de 7 ans de prison et j'espère que vous serez bien présents et bien nombreux le 16 décembre prochain pour éviter que les juges ne se fourvoient, parce qu'il faut savoir que actuellement la justice elle fonctionne comme ça. Si on avait été complètement isolé, il n'aurait fait qu'une bouchée de nous, mais grâce au rapport de force exercé par le CLEA et par tous les camarades qui se sont mobilisés tout au long de cette affaire, vraiment il y a eu une sorte de retournement de situation, puisque au départ on a été complètement réduit au silence, et qu'à partir du moment où le mouvement démocratique a commencé à se mettre en place et qu'on a commencé à critiquer cette loi et son application dans le procès, il y a eu au sein même de la magistrature beaucoup de questionnements. Donc je compte vraiment sur vous pour être nombreux, et puis si ça se passe mal le 16 décembre, j'espère que vous serez encore là après pour prendre le flambeau et continuer la lutte contre la loi antiterroriste. Merci encore. Si Bahar et ses camarades sont condamnés le 16 décembre, eh bien, la justice aura posé un premier acte de jurisprudence qui dira oui, quand on s'exprime, eh bien, on peut faire de la prison uniquement pour ça. Ce qu'on leur demande aujourd'hui, à tous les quatre, c'est de témoigner d'une expérience, témoigner de leurs analyses et de s'adresser à nous à titre personnel, sans représenter une institution, un parti ou autre. Les militer à l'ère soviétique, c'était d'abord ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle maintenant, ou qu'on pourrait appeler maintenant, c'était le compisme. La première chose, c'était de savoir comment on se définissait par rapport à l'Union soviétique quand on était à gauche. Il y en avait qui étaient solidaires avec l'Union soviétique, qui défendaient l'Union soviétique, qui pensaient que c'était le camp de la paix du socialisme qu'il fallait toujours défendre. D'autres qui pensaient le contraire, et d'autres encore qui se situaient dans des situations intermédiaires et qui se situaient... Mais c'était donc l'idée du compisme était un élément central, disons, de la manière dont on se définissait à l'époque en tant que militant.
Deuxième chose, c'est que nous étions par rapport au camp soviétique, c'était le camp capitaliste, mais le camp capitaliste, c'était quand même un État social, ce qu'on appelait l'État de bien-être, l'État-providence. Donc nous étions dans un État social et on disait, et toujours maintenant, la manière dont certains expliquent ce qui se passait, c'est en termes de compromis social-démocrate. Ce que je dis, c'est très très vite, on pourra revenir dans le débat, mais en gros, voilà. L'ère post-soviétique, par contre, c'est immédiatement et très très vite la montée en puissance d'un milieu social et intellectuel qui professe d'abord le plus grand mépris pour l'État-providence et qui a comme alternative le marché et la privatisation. C'est aussi un mépris des ouvriers, de la condition ouvrière. On parle d'ailleurs de moins en moins d'ouvriers, on ne sait même pas s'il y a tellement d'ouvriers dans le pays. C'est un mépris des chômeurs, des assistés, la manière dont c'est aussi un mépris des intellectuels qui prônent une redistribution des richesses. C'est ça en gros le climat intellectuel du post-soviétisme. Au fond, ça va pas bien, ça va même mal, mais la racine de tout le mal, c'est l'État-providence. C'est l'État-providence qu'il faut affaiblir et casser d'une certaine manière. Nous avons eu peut-être, de manière fugace, pendant très très peu de temps, je pense une espérance qui a été très vite démentie. Comme nous avions cru au printemps de Prague, nous pensions qu'il y avait là un printemps du communisme qui pouvait arriver. Ça n'a pas duré longtemps, ça a duré très très peu longtemps, mais l'idée que le socialisme et la liberté, avec ce qui se passait après la chute du mur de Berlin, que cela pouvait accoucher quelque chose de neuf, de quelque chose d'inédit, dans lequel nous pourrions nous retrouver. Or, par rapport à ça, très vite, deux constats. Le premier, c'est que dans les pays où le communisme, le système précédent s'était effondré, les populations, les peuples se sont sentis libérés du communisme, d'une part, et d'autre part, leur référence a été le mode de vie occidental. C'est à cela qu'ils aspiraient, et pas à notre printemps tel que nous l'envisagions. Et ce que nous savions déjà avant, mais qui nous sautait à ce moment-là aux yeux, c'est que le système communiste tel qu'il avait fonctionné avait effectivement asservi les salariés, les travailleurs, avait asservi la population à travers des formes de partis uniques, à travers des formes de rapports entre partis et syndicats qui faisaient des organisations syndicales, des courroies de transmission. Donc tout un système qui avait asservi et vidé la population de toute capacité de résistance, de se définir à ce moment-là. En ce qui concerne nos pays, l'idée que la social-démocratie qui avait acquis, qui avait fait des progrès extraordinaires, qui s'était imposée très très largement dans nos pays, que cette social-démocratie qui nous était apparue, que nous savions à travers nos connaissances historiques comme étant un mouvement certes très fort, mais également au pied d'argile, dans le sens où le mouvement socialiste en Belgique par exemple s'est très vite renforcé, a eu une assise très très importante. Par contre, chaque fois qu'un coup important se posait, par exemple la crise de 29, ce mouvement s'était très vite effondré, n'avait pas pu résister à ce qui se passait à ce moment-là. En Allemagne, la montée nazie a fait que le mouvement ouvrier, le mouvement socialiste le plus important, celui qui était le plus puissant, qui faisait l'admiration du monde entier, il s'est effondré comme un château de cartes. Donc l'idée au fond que ce compromis social-démocrate, cette manière social-démocrate de fonctionner, d'une part des syndicats puissants, des syndicats qui avaient beaucoup d'affiliés, qui défendaient les travailleurs, et d'autre part un parti politique qui fonctionnait avec ce syndicat, chacun étant indépendant, mais qui prolongeait au fond les revendications syndicales au niveau politique, avait eu un effet de dépolitisation. Pourquoi de dépolitisation? Parce que la force de cette social-démocratie reposait sur le fait qu'il fallait être uni, qu'il fallait être massif, qu'il fallait être fort, mais en même temps qu'il fallait être passif, qu'il fallait suivre le mouvement. Ceux qui discutaient, ceux qui contestaient, ceux qui amenaient des idées, c'était des diviseurs en gros par rapport à ce mouvement. Et la division, c'était pas bien. La division, ça affaiblit. Et par là même, cette forme de recherche d'unité, cette forme de recherche de peser sur les rapports de force par la masse, qui a été effectivement très efficace, en même temps était très vulnérable. Et chaque fois que cette social-démocratie, ce mouvement ouvrier, a connu des obstacles très importants, eh bien, soit il n'a pas résisté, soit il a été fortement désorienté, comme il l'est aujourd'hui par rapport à la crise et par rapport à des situations que nous connaissons actuellement. Et donc, par rapport à ça, que faire aujourd'hui? Je dirais pas grand-chose. Moi, je dirais simplement deux choses. D'abord, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Ce sont là des mouvements, des structures, des mouvements de résistance dont nous avons, je crois, plus besoin aujourd'hui que jamais, parce que nous sommes dans une situation difficile, que l'offensive aujourd'hui, certains ont cru la crise, tout va changer, ces choses vont devenir tout à fait différentes, ils auront compris de ce vers quoi nous entraîner ce système. On voit bien que c'est exactement le contraire qui se produit, on n'est pas du tout dans cette perspective-là, loin de là, et donc nous avons toujours besoin de cela, et c'est quelque chose de précieux qui nous reste encore et qu'il faut, à mon avis, défendre. Mais en même temps, la nécessité, l'impérieuse nécessité de militer de manière nouvelle, de trouver des façons nouvelles de faire en sorte que ces structures se remplissent de quelque chose de vivant, de quelque chose de vital, qui permette de résister, de faire des nouvelles propositions. Je crois que ce sera la suivante qui va développer davantage cet aspect, que ce sera Isabelle, l'idée d'apprendre à penser ensemble, d'essayer de retrouver une intelligence collective, de telle manière à ce que nous puissions apprendre à nous démobiliser du capitalisme pour fabriquer de l'égalité. Pour faire un tout petit retour en arrière aussi, avec cette histoire de post-soviétique, apprendre à en parler, c'est aussi peut-être ne pas poser la question que j'ai déjà entendue après la chute du mur, est-ce que le capitalisme est devenu fou ? Comme si tout à coup il avait perdu les pédales. Je crois qu'il vaut mieux dire il a été débridé, au sens où il me semble que au moment où il est tombé, le mur et la fin de l'Union soviétique a d'abord été l'occasion rêvée pour ceux qui étaient déjà à l'œuvre de proclamer et de faire taire avec une brutalité dont ceux qui sont un peu âgés ont encore le souvenir, une brutalité, un mépris écrasant. Il n'y a plus de modèle, nous sommes simplement l'expression de la vérité de ce qu'est une société, les lois du marché. Donc la chute du mur et la fin de l'Union soviétique, me semble-t-il, ont été l'occasion d'une, je ne vais même pas dire d'une offensive, d'un rouleau compresseur qui faisait que ouvrir la bouche et comment dirais-je, proférer le moindre doute à ce sujet était simplement, non pas entamer une discussion, mais se faire considérer avec un œil d'un mépris amusé et goguenard absolu. Donc il faut se souvenir, me semble-t-il, de ces années qui ont suivi et même qui ont accompagné ça, comme le moment du triomphe de la bêtise la plus arrogante et la plus, comment dirais-je, c'était vraiment assez bien, me semble-t-il, l'abomination. Moi, j'ai vraiment le souvenir de ce point de vue-là de la bouffée d'air qui a suivi l'événement de Seattle, donc parce que là, tout à coup, même dans les journaux, il apparaissait l'hypothèse qu'il y avait peut-être une alternative. Le XXIe siècle, du coup, a commencé avec peut-être qu'il y a une alternative, après un moment où certes beaucoup résistaient, où il y avait déjà, je veux dire, où avait continué, ou avait ressuscité de nouveaux types de résistance, mais où tout à coup, ce langage, on a appelé ça donc la pensée unique, cette pensée écrasante et sûre d'elle-même et méprisante, a marqué un léger bafouillement. On ne peut pas dire voilà comment il faut faire, parce que c'est vraiment comment on fait la mayonnaise avec l'huile et l'eau. Je veux dire, on sait qu'on peut, mais il faut encore le mouvement. Ce que je dis, c'est qu'il y a ici, en Belgique, en Europe, et j'ai une expérience internationale, en Amérique du Sud, en Afrique, il y a des tas de militants. Ils sont là. Maintenant, comment est-ce qu'on va essayer de lier... Tu parlais de faire prendre la mayonnaise. Comment on fait prendre cette fichue mayonnaise maintenant? Moi, je veux savoir comment demain, nous, on sort ici de ce débat et qu'est-ce qu'on fait, comment on milite. Je rappelle que, et je l'ai noté pour ne pas l'oublier, nous sommes au XXIe siècle. Et c'est le bordel. Il y a tellement de choses qui demandent une activité et par rapport auxquelles on ne peut pas dire bon, eh bien, tant pis,
Il y a tellement de choses comme ça, et il y a pour le moment toujours les mêmes qui s'y collent. C'est une vérité. Le problème, c'est que si on doit s'arrêter à c'est une vérité, à ce moment-là, on est vraiment très mal barré. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, tous ceux qui s'activent deviennent des infirmiers de la société. C'est-à-dire qu'ils courent, ou des pompiers, ils courent, il y a l'incendie, et il y a un incendiaire en liberté. Ils courent là où il y a des coups et blessures, et il y a un chauffard fou sur l'autoroute. Donc c'est un véritable problème que cette nécessité de répondre à tous les dégâts commis. Et que finalement, après ça, on n'a plus le temps d'inventer les offensives. Je le dis souvent, si c'est pas possible, si on peut pas créer une solution interstitielle, ne serait-ce que voir ce qui peut faire une petite différence, si on doit être écrasé par tous les malheurs du monde au point qu'on n'a plus le temps de penser et d'imaginer, alors je dirais on est foutus. Nous et tous les victimes auxquelles, au jour le jour et tout le temps, on vient à l'aide. Le petit degré de liberté en plus, la joie d'inventer quelque chose d'un peu inattendu et qui n'est pas simplement sur la défensive par rapport à, et Dieu sait que c'est important, par rapport à l'ensemble des dégâts commis, il me semble que ça pourrait s'inventer et que ça pourrait créer quelque chose d'un tout petit peu différent. Mais l'invention, je peux pas en donner la recette. La seule chose que je pense, c'est qu'effectivement, une grande fête pour réhabiliter l'impôt, ça pourrait avoir du sens. Des choses aussi extraordinairement improbables que ça. Faisons la fête à l'impôt. Des choses pareilles. Donc, prendre l'initiative là où c'est contre-intuitif. Au XIXe siècle, le mouvement ouvrier s'est construit et s'est organisé autour de deux revendications centrales. C'était le droit de vote, le suffrage universel, et la journée des 8 heures. Ça a été acquis après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire après que la révolution russe ait éclaté, parce qu'à ce moment-là, les dirigeants de la Belgique savaient qu'il fallait lâcher du lest. On a obtenu le droit de vote, le suffrage universel pour les hommes seulement, parce que pour les femmes, c'était seulement en 1949. On a obtenu la journée des 8 heures, et l'article 310 du Code pénal a été abrogé. C'était l'article qui pénalisait le fait de faire grève. La social-démocratie ne réforme plus, elle participe activement à la politique néolibérale. Et là, je pense qu'il y a un point de non-retour. Et quand Stéphane Gallon dit « on se renforce au niveau syndical en Belgique », mais il n'y a pas que l'aspect numérique. Le problème, c'est quel prolongement politique. Tant que les directions syndicales ne vont pas rompre avec les partis qui sont au gouvernement, on aura des manifestations de masse, on aura des mouvements de 24 heures, et puis ça s'arrêtera. Et donc aujourd'hui, la clé, c'est la rupture entre les directions syndicales et les partis qui sont au gouvernement et qui mènent une politique néolibérale. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que la force de la social-démocratie, lorsqu'elle a fait des réformes sociales en particulier, que la force de cette social-démocratie, sa capacité de faire passer un certain nombre de réformes, c'est dans la mesure où elle s'appuyait sur une masse. Et que cette masse existait en tant que masse, dans la mesure où elle était passive, que la social-démocratie l'a rendue passive. Elle devait faire confiance dans ses organisations, dans ses appareils, dans ses délégués, et que lorsqu'on discutait cette confiance, on était des diviseurs, en gros. Et donc, que cette force, cette activité, reposait sur la passivité des personnes qui en faisaient partie. Je me rappelle qu'une fois, Isabelle avait dit dans un débat que notre génération des années 80, on n'a connu que des défaites. On n'a jamais connu de victoires et d'acquis sociaux. Et c'est vrai que du coup, on a un peu l'impression que la sécu, la journée des 8 heures, les congés payés, c'est naturel, quoi. C'est normal que ça existe. Et on se rappelle même plus qu'on a dû se battre pour avoir ça. On ne sait plus ce que peut nous apporter la force des mouvements sociaux et des luttes sociales pour obtenir des choses en plus, pas seulement pour être sur la défensive, mais pour obtenir des choses en plus. Donc il y a déjà quelque part quelque chose à travailler là-dessus, sur la transmission de
la mémoire du mouvement ouvrier et qui fait un peu défaut, en tout cas pour la dernière génération. Par contre, ce qu'on n'a pas perdu, c'est notre capacité de révolte. Et ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, il y a des révoltes qui continuent à exister aujourd'hui, et heureusement, donc avec les sans-papiers, pour les OGM, pour la liberté démocratique, aussi dans des boîtes comme à Bridgestone, là, pendant l'été, ils ont fait 2 mois de grève contre l'arrogance patronale. Donc la révolte, elle est toujours là. Mais c'est une révolte, effectivement, qui n'a pas beaucoup de perspectives stratégiques et qui est vachement liée à l'alternative politique à construire. Qu'est-ce qu'on construit à la place? Qu'est-ce qu'on revendique comme chose pour avancer et pour ne pas rester sur la défensive? Ça, c'est effectivement quelque chose qui manque. Et alors, du coup, comme on l'a dit dans le débat, il y a effectivement une crise idéologique aujourd'hui du communisme tel qu'on le connaît de l'ère soviétique, donc le communisme stalinien, et de la social-démocratie. Et dans cette crise idéologique, justement, c'est le moment maintenant, et ça repose sur nos épaules de la jeune génération, de reconstruire quelque chose d'autre. Et quitte à reconstruire quelque chose d'autre, autant le faire un petit peu mieux que ce qui s'est passé avant, comme ça on va dire qu'on est mieux qu'avant. On peut aussi essayer de se baser sur les réalités évidemment d'aujourd'hui qui ont changé, hein. Donc c'est vrai qu'il y a toute la précarité du travail avec le travail intérimaire, etc. Qui arrive maintenant, et donc il faut aussi qu'on prenne ça en compte dans les revendications à porter. Il y a l'urgence écologique évidemment, qui n'était pas là, enfin moi en tout cas moins fortement avant. Et alors il faut aussi prendre en compte des composantes de la classe des travailleurs et des travailleuses qui ont souvent été négligées par le mouvement ouvrier. Je pense aux femmes et aux personnes racisées, pour le dire dans la négative, les non-blancs, quoi. Et donc il faut aller voir qu'est-ce qui se passe dans les quartiers populaires, qui sont en train de se révolter à juste titre parce qu'ils ont la police tout le temps sur leur gueule. Il faut aller voir qu'est-ce qu'elles disent les filles musulmanes qui portent le foulard et qui sont insultées tous les jours parce qu'elles sont soi-disant soumises. Il faut être avec ces gens-là qui sont les plus opprimés des opprimés pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et dans l'alternative politique à construire, qui fasse partie de cette dynamique qu'on puisse construire ensemble. Et donc je pense que c'est effectivement en essayant d'intervenir dans la convergence de ces luttes, en participant aussi avec l'ensemble des composantes de la classe des travailleurs et des travailleuses, qu'on pourrait construire une alternative, mais donc dans les luttes sociales, parce que c'est là qu'on apprend, et c'est là qu'on fait le lien aussi avec le passé, en se disant, voilà, c'est les luttes qui construisent le changement social, et c'est là qu'on apprend aussi de l'expérience et de l'autre réalité. Donc je pense qu'il y a effectivement un gros chantier, avec l'urgence de maintenant, qui est cette crise capitaliste et qui nous met devant un mur. On est obligé de le faire, autrement ça va être de pire en pire, quoi. Là c'est soit la droite à fond, 100% à droite, ou alors un truc 100% à gauche, où il faut être vraiment radical. Et c'est l'enjeu à construire aujourd'hui. Merci. Je m'associe tout à fait à ce qu'elle a dit. Et parce que je pense qu'il est indispensable de voir, on va dire ainsi, l'avenir avec optimisme et non pas avec un défaitisme que certains parmi vous l'ont soulevé, qui l'ont constaté, je veux dire, non? Elle nous dit qu'il faut s'intéresser aux luttes au quotidien et que s'il y a quelque chose à faire et s'il y a une réponse à extraire de ce qui a été dit ici, c'est qu'il faut simplement agir à son niveau, là où je suis, là où je travaille, je résiste, tout en sachant dans mon cas que j'ai un double combat, un combat vis-à-vis du pouvoir, que je ne le perds pas, et un combat vis-à-vis d'une représentation syndicale qui est alliée en collusion avec le pouvoir. Et tant qu'on n'aura pas résolu ces problèmes, je le pense, on ne pourra pas aller plus loin. Comme par ailleurs, je partage ce qui a été dit ici derrière, que les problèmes de la connivence aussi, de la collusion entre les partis socialistes et le pouvoir, c'est un frein, parce que d'ailleurs il y a aussi une intervention et un poids énorme au niveau de l'organisation syndicale. Si elle agit, comme je vous l'ai dit, c'est parce qu'elle est sous l'influence du Parti socialiste. Et ça, c'est quelque chose dont il faut être clair. Je crois qu'une fois qu'il y a confusion entre pouvoir et organisation des travailleurs, ça ne va pas. Et il faut avoir cette conviction. Et donc, simplement prendre la distance. Pour le reste, pour terminer déjà, simplement vous dire que je considère, une fois de plus, que chaque génération, puisque j'ai entendu tantôt ce qui a été dit ici à ma droite, assume ses responsabilités et saura certainement régler ses problèmes, si on peut dire ainsi. Et que les contradictions inhérentes au capitalisme qui s'approfondissent le conduiront à sa tombe, je n'ai pas le moindre doute. Et que la génération nouvelle construira l'alternative sans avoir besoin de s'inspirer. C'est bien de s'inspirer, c'est bien de reprendre le passé, c'est bien de s'appuyer sur l'histoire, à soi d'abord. Et puis je vois ce qui se passe ailleurs, mais à soi, parce qu'autrement c'est une distraction. Et il faut ici pousser l'impulsion pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Merci. Le débat, c'est le militantisme. Donc je pense que c'est nous, dans la rue, dans les rapports de force, devant le 127 bis, devant une banque, devant un squat, qui allons faire que les partis politiques vont nous suivre. Je ne crois pas que c'est en amenant ma petite voix au PS ou au CDH ou pire, que ça va changer grand-chose. Par contre, qu'est-ce qu'on fait pour militer maintenant? Concernant la question sur le militantisme, bon,
La réponse, elle se trouve ici parmi nous tous. Il n'y a personne sur une estrade ou pas une estrade qui a une réponse. Moi, je vais vous dire pour moi ce que c'est. C'est la mobilisation permanente et illimitée. C'est tout simple. C'est-à-dire ouvert à tous les causes et oser décider une vie de militant qui n'est pas mieux qu'une autre, qui n'est pas... Voilà, mais c'est notre choix. Et l'assumer, et contaminer, être fertile autour de vous. Dire oui, on va gagner. Arrêter ce désespoir qui est tout à fait inacceptable, qui tue tout. Sur la question, quel socialisme? Ben, ça, c'est évidemment une question, c'est la seule d'aujourd'hui où la réponse est hyper simple. La réponse, elle est vécue. Elle est en action, ce socialisme qu'on souhaite. Mais c'est évidemment en Amérique latine. C'est évident que la moutarde ne vient pas toujours de Dijon, mais qu'elle va pour nous, pour le socialisme, entre autres venir de là-bas. C'est évident, ça. Ça, pour moi, c'est pas une question. Voilà, je pense qu'il faut avoir un peu d'humilité aussi, peut-être ici, hein, à Bruxelles, Paris et Londres, et à Berlin. Voilà, donc je suis un peu déçu, je le dis franchement, parce que moi je dis les choses en face. Je trouve que vous réagissez pas assez sur l'alerte que j'ai donnée et d'autres sur la liberté d'expression. J'aimerais qu'il y ait des questions et des remarques là-dessus, et j'aimerais que vous imaginez clairement ce soir, avant d'aller dormir, que la démocratie elle-même est en danger. Comment mobiliser tous ces chômeurs, les gens précaires qui ont peur de perdre leur emploi? Ça peut vous sembler bizarre, moi je crois que la tâche d'une vraie gauche aujourd'hui, c'est de réapprendre à la vieille génération et à la nouvelle génération à rêver. Tout simplement à rêver. Aujourd'hui, la gauche traditionnelle ne fait plus rêver, si jamais elle l'a fait un jour. Parfois même, elle file des cauchemars. Et je crois que même pour les luttes quotidiennes, il faut être capable de rêver d'une autre société, de la crédibilité d'une autre société. Et ça peut sembler bizarre, mais je crois que le rêve, c'est un des meilleurs outils pour la lutte quotidienne. Donc notre tâche, réapprendre à rêver, essayer de commencer à appliquer ce rêve, même si c'est un cauchemar pour nos adversaires, surtout si c'est un cauchemar pour nos adversaires, tant mieux. La seule chose que je pense être vraie, c'est que la période passée est révolue et qu'on est obligé, qu'on doit, si on veut changer les choses, trouver de ce point de vue-là une nouvelle façon d'agir, de s'organiser, parce que ne pas le faire, c'est aussi se condamner à l'impuissance. Je voudrais simplement souligner, et c'est seulement une intuition, mais parfois il faut se fier à son intuition, et c'est par rapport à... On doit pouvoir rêver, qu'Alain Krivine a dit, mais moi j'ai le sentiment que depuis que ce 21e siècle a commencé, il y a plein de gens qui savent de mieux en mieux plein de choses. Simplement, ceux qui ne savent pas, et d'ailleurs on est perplexe aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce savoir? Et cette différentiel entre tout ce qu'on sait et le peu d'efficace, de conséquences à tout ce qu'on sait, fait une situation que d'ailleurs en physico-chimie on connaît bien, une situation métastable. C'est-à-dire ça a l'air stable, ça a l'air passif, mais en fait ça peut brutalement changer. Le problème c'est qu'on n'a jamais la garantie si ça peut changer vers le pire ou vers le meilleur. Mais en tout cas, si au début des années 90, on avait dit que la croyance collective au progrès allait se démolir aussi rapidement qu'elle s'est démolie, on aurait dit « et alors, qu'est-ce qui est arrivé ?» Parce qu'à ce moment-là, on savait bien à quel point le progrès faisait tenir ensemble des tas de choses, sinon discutables et inacceptables. Et donc, ce qui serait difficile à raconter, c'est, eh bien oui, il n'y a plus que quelques illuminés qui croient que croissance et progrès sont liés et vont nous mener vers des lendemains qui chanteront spontanément. C'est devenu une minorité d'illuminés. On ne voit pas très bien quelle différence ça a fait. Mais dans ce on ne voit pas très bien, il y a une inconnue. Et je crois que ce n'est pas une inconnue qu'on peut résoudre en disant « moi je crois que ça va porter un coup mortel au capitalisme » ou « moi je crois que ça va faire un désespoir et un cynisme généralisé, une extrême droitisation xénophobe et un chacun pour soi ». Il ne s'agit pas de conviction, je crois que c'est peut-être l'enjeu, et l'enjeu expérimental, c'est-à-dire faire confiance dans le fait que dans cette situation, peut-être beaucoup plus de gens
qu'on ne le pense, sont prêts à accepter des choses improbables comme cette fête de l'impôt. Que beaucoup plus de gens qu'on ne pense ont envie de penser ensemble. Simplement, il faut leur en donner l'occasion. Prendre goût justement à cette possibilité de donner un sens à ce qu'ils savent, parce qu'ils savent.